Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, cette nouvelle loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 a pour objet la mise en œuvre des grandes orientations de notre politique de défense définies par le dernier livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Lors du débat que nous avions eu ici même sur ce document, notre groupe avait exprimé des désaccords sur certaines conceptions stratégiques. Nous estimions essentiellement que ces grandes orientations ne correspondaient pas à une conception de la défense nationale permettant à la fois de protéger les intérêts de notre pays et de son peuple, mais aussi d'appuyer une politique étrangère et d'influence de la France qui permette d'avancer vers un monde plus juste et plus solidaire et de faire progresser de manière multilatérale la paix et le désarmement. Nous avions également relevé qu'il n'y avait pas de différence assez nettement affirmée avec la politique menée par le président de la République. Sans évoquer maintenant la dissuasion nucléaire, je le ferai plus tard, je ne prendrai que deux exemples. La décision de réintégrer pleinement le commandement militaire de l'OTAN et la réorientation stratégique majeure qu'a constituée la création d'une base militaire interarmée à Abu Dhabi. Il y a dans le livre blanc et de la part du président de la République une continuité dans l'approche de ces deux questions que les forces de gauche avaient pourtant critiquées ensemble. Concernant l'OTAN, les justifications de l'époque ne sont pourtant pas toujours convaincantes. Il s'agissait alors de renforcer l'influence de la France au sein de l'Alliance atlantique, qui, paraît-il, n'était pas à la hauteur de notre contribution humaine et financière. Or, le poids de notre pays dépend, aujourd'hui comme hier, beaucoup plus de sa volonté politique, de ses capacités et de son savoir-faire militaire que de son statut dans le commandement militaire intégré. Nicolas Sarkozy voulait aussi rassurer nos partenaires européens en affirmant que nous ne voulions pas concurrencer l'OTAN et, dans le même temps, leur faire partager l'idée qu'il était nécessaire de faire progresser l'Europe de la défense. Or, le statut spécifique de la France nous permettait d'afficher une réelle autonomie de décision par rapport aux États-Unis et de prouver notre volonté d'élaborer en Europe une politique commune de sécurité et de défense. Tout cela n'a pas changé, nous le regrettons. Depuis, aucune avancée décisive de la politique européenne de sécurité et de défense n'a eu lieu sur des questions structurantes, comme la création d'un état-major permanent de conduite et de planification des opérations, ou bien celle d'une agence européenne de l'armement dotée d'une réelle autorité. La loi de programmation militaire entérine cette réorientation stratégique majeure avec la caution du livre blanc. Il en va de même avec l'autre réorientation stratégique d'importance qu'a constituée l'accord de défense passé en mai 2009 avec les Émirats arabes unis. Cet accord révèle aussi une dispersion de nos capacités et un redéploiement de certaines d'entre elles pour nous aligner une nouvelle fois sur la politique des États-Unis en nous insérant dans leur dispositif dans cette région. Sur ces questions éminemment stratégiques qui conditionnent notre politique de défense, le président de la République est resté dans la continuité de son prédécesseur. Nos désaccords persistent, Monsieur le Ministre. Vous n'en serez donc pas étonné qu'ils aient quelques répercussions sur l'appréciation globale que nous portons sur votre loi de programmation. Cependant, je voudrais tout d'abord souligner que le grand mérite de cette loi, et le vôtre en particulier, est de tenter avec un certain succès de résoudre une difficile équation. Préserver l'essentiel, c'est-à-dire maintenir notre niveau stratégique et notre statut international, en étant capable de tout faire, la dissuasion nucléaire, la protection du territoire et la projection des forces, tout cela dans un budget fortement contraint. En effet, vous avez réussi, avec le renfort notable des commissions de nos deux assemblées, à ce que les arbitrages soient rendus pour permettre à ce budget d'être stabilisé à son niveau de 2013 jusqu'en 2016, soit 31,4 milliards d'euros par an,
Il y a pourtant un petit bémol, car cela signifie tout de même qu'il reculera en volume sous l'effet de l'inflation. Puis il s'accroîtra légèrement à partir de 2017 pour culminer à 32,51 milliards en 2019. Une bonne partie de l'équilibre budgétaire devrait être assurée par 6,2 milliards de ressources exceptionnelles constituées par des cessions immobilières et dont l'expérience montre que ce type de recette est parfois aléatoire, par des mises aux enchères de bandes de fréquences, par des projets d'investissement d'avenir. Et peut-être, mais je souhaiterais que vous m'assuriez du contraire, Monsieur le Ministre, de nouvelles cessions de participation de l'État dans certaines entreprises. Pour nous, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Elle constituerait, à nos yeux, de nouveaux abandons de la maîtrise publique dans un secteur aussi déterminant pour l'indépendance et la souveraineté nationale. Par ailleurs, si les crédits consacrés à l'investissement et à l'équipement des forces s'élèvent à un peu plus de 17 milliards d'euros par an, de 2014 à 2019, il faut relever que cela se fait aussi pour partie au détriment du budget de fonctionnement des armées. En outre, si le renouvellement des matériels, qui relève des crédits d'équipement, bénéficie du maintien d'un volume de crédits significatif sur toute la période, votre programmation réduit fortement le rythme des livraisons des matériels sur les 2 années à venir. Nous le savons, ceci aura des conséquences négatives sur lesquelles je reviendrai et aboutira à ce qu'en matière d'équipement, notre défense, sur la période des 2 dernières lois de programmation, perde la moitié de sa capacité d'action conventionnelle. En revanche, après une nette diminution de l'entraînement depuis plusieurs années, il faut se féliciter des financements conséquents qui seront dégagés pour le relancer. Votre loi de programmation est volontariste, mais, ça a été dit, elle repose sur un fragile équilibre. Le travail de notre commission, sous la vigoureuse impulsion du président Carrère, tout le monde sera d'accord avec moi pour le dire, a fort judicieusement concrétisé notre détermination à être vigilants sur le respect impératif de cet équilibre. À cet effet, nous inscrirons dans la loi 2 clauses de sauvegarde financière, il l'a rappelé tout à l'heure avec force à cette tribune, l'une visant à sécuriser le texte en matière de ressources exceptionnelles, en prévoyant une compensation intégrale en cas de non-réalisation, l'autre sur le coût des opérations extérieures, qui déclencherait un financement interministériel automatique au-delà de l'enveloppe des 450 millions d'euros annuels. Puis, nous renforcerons le contrôle parlementaire de l'exécution budgétaire en rendant possible un contrôle sur pièce et sur place pour les députés et les sénateurs des 2 commissions. Néanmoins, malgré ces garde-fous, je m'interroge sur la cohérence capacitaire et la compatibilité entre les moyens alloués dans votre loi et les ambitions stratégiques élevées qui sont affichées dans le livre blanc. Comment tout cela pourra-t-il réellement fonctionner avec un budget dont la stabilité repose en grande partie sur 3 choix que je trouve contestables? C'est ce que je voulais dire en premier lieu. Donc, en premier lieu, cette stabilité est notamment assurée au prix de la poursuite d'une diminution drastique des effectifs. D'ici à 2009, près de 34 000 postes vont être supprimés, dont 10 000 avaient été programmés par le gouvernement précédent. De ce point de vue, en quoi ces mesures diffèrent-elles de celles prises par les gouvernements précédents? Ce qui fait qu'au total, entre 2008 et 2019, les armées auront perdu 82 000 emplois, soit un quart de leurs effectifs. Je sais qu'il s'agit pour l'essentiel du soutien et de l'administratif, et que vous avez tenté de limiter les coupes dans les forces opérationnelles, qui seront malgré tout amputées d'environ 8 000 hommes. Néanmoins, je conviens objectivement qu'il faut aussi considérer que les moyens en hommes et en crédits affectés au service du renseignement et à la cyberdéfense ont été très sensiblement augmentés. Mais je vous ferai tout de même le reproche, Monsieur le Ministre, de poursuivre dans ce domaine la trajectoire fondée sur le dogme de la révision des politiques publiques dessinée par vos prédécesseurs. Vous ne serez pas étonnés que je fasse cette remarque.
Cette pratique de déflation des effectifs pour faire des économies n'est pourtant pas toujours probante d'un point de vue comptable. Cela a d'ailleurs été souligné par notre rapporteur de la Commission des finances. Alors que 45 000 postes ont été supprimés, la masse salariale des personnels militaires a augmenté de 5,5% entre 2008 et 2012. Je sais qu'il y a le sujet louvois qui vient augmenter, mais quand même, c'est une interrogation. Mais dans votre programmation militaire, les quelques 40 millions finançant des mesures d'accompagnement et d'incitation semblent là très insuffisants. Le mécontentement, l'inquiétude, l'amertume des militaires et de leurs familles sont profonds. Ils ont le sentiment de ne pas être suffisamment reconnus pour les difficiles missions qu'ils remplissent et estiment la seule institution à se réformer autant, tout en contribuant plus que d'autres à l'effort de redressement des comptes publics. C'est un message qu'il fallait passer aussi. Au risque d'une grave crise dans nos armées, ces sentiments diffus ne peuvent plus être traités comme auparavant, mais je sais que vous en êtes d'accord. Il est urgent, Monsieur le Ministre, tout en respectant la spécificité militaire, de prendre des dispositions novatrices pour repenser la façon de dialoguer et de se concerter au sein de l'institution. C'est d'ailleurs toute l'institution qui aurait à y gagner en optimisant ainsi toutes ses intelligences. Tout cela mis bout à bout ne peut être sans conséquences néfastes sur la cohérence et les capacités de notre outil de défense conventionnel qui risque d'être affaibli. Et la disparité d'unités, de bases ou d'établissements a malheureusement toujours de graves conséquences sur la situation de nos territoires et de leur population, même si vous nous assurez tenir compte de ce qui s'est passé auparavant et d'essayer d'agir avec plus de discernement et plus de dialogue. Mais je connais bien cette situation dans mon département, notamment avec la fermeture de la base aérienne de Cambrai, territoire qui était déjà sinistré par les fermetures d'entreprises et qui est vécu très douloureusement. Je voudrais en second lieu évoquer l'impact de votre programmation sur les prises de commandes auprès de nos industries d'armement. Fort judicieusement, vous vous êtes refusé, Monsieur le Ministre, à interrompre les programmes conduits en coopération européenne. Mais la réduction du rythme de livraison de matériel aura des conséquences négatives sur l'engagement des industriels à produire au coût négocié par la Direction générale de l'armement au moment des lancements de programmes. C'est sûrement un effet pervers des économies que vous recherchez. En effet, devenant moins rentable pour les industriels, chaque équipement livré risque au total de coûter plus cher que prévu. Cela risque de toucher aussi bien le Rafale que les avions ravitailleurs ou le nouveau gros porteur A400M, mais aussi les frégates multimissions ou encore le véhicule de combat d'infanterie. Cela risque ainsi aussi d'affecter notre cohérence capacitaire en ne comblant pas les trous qui existent, par exemple en matière de transport stratégique ou d'avions de ravitaillement, ou bien encore de renseignement par drone et d'armes de destruction des défenses antiaériennes. Mais l'allongement des délais de livraison des matériels aura également des répercussions sur l'emploi et le savoir-faire de nos industries de défense. En termes d'emploi, les industriels, sans doute de façon alarmiste, j'en conviens, pour justifier de conserver leur marge, prévoient la perte de 10 000 emplois directs et, on le sait, autant d'emplois induits. Moins d'équipements pour plus cher, ce serait l'un des paradoxes de cette programmation. Sauf, Monsieur le Ministre, et j'ai bien entendu ce que vous nous dites à chaque fois, si vous réussissez, comme vous l'avez fait dernièrement, à emporter quelques marchés à l'exportation qui viendraient compenser. Enfin, en dernier lieu, j'ai terminé, Monsieur le Président, nous avons de fortes interrogations sur la nécessité de sanctuariser les moyens accordés à la dissuasion nucléaire. Enfin, en effet, nous doutons de sa pertinence et de son efficacité dans les conflits d'aujourd'hui ou pour faire face aux nouveaux types de menaces. Dans le livre blanc, de nombreuses questions ont été soumises à un examen critique, excepté la dissuasion nucléaire. Elle est encore présentée dans le rapport annexé comme la clé de voûte de notre sécurité, alors que sa doctrine d'emploi ne définit toujours pas exactement ce que sont nos intérêts vitaux, et que le nucléaire ne joue plus, comme à l'époque de la guerre froide, de rôle aussi déterminant pour notre sécurité. Dans ce contexte budgétaire extrêmement contraint,
Le livre blanc reconduit, sans les justifier, notre posture et notre arsenal nucléaire qui aboutit, par la place trop importante qu'il tient, à un déséquilibre de notre outil de défense au détriment des forces conventionnelles plus adaptées au type de conflit actuel. Entendons-nous bien, si nous souhaitons une politique de paix et de désarmement, nous n'entendons aucunement diminuer la capacité de notre pays et de son peuple à défendre leurs intérêts légitimes et leurs valeurs républicaines. Mais dans les conditions et dans le contexte d'aujourd'hui, et sur un sujet d'une telle importance, sur lequel il semble d'ailleurs qu'il n'y ait plus dans le pays le même consensus qu'auparavant, nous estimons indispensable d'ouvrir un débat public contradictoire. Pour notre part, nous pensons qu'il faudra ramener nos armes nucléaires à leur niveau de stricte suffisance, ce qui implique de ne pas les développer en les sophistiquant toujours plus et de respecter ainsi les engagements internationaux que nous avons pris en signant le traité de non-prolifération nucléaire. Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai exposé les raisons pour lesquelles le groupe communiste républicain et citoyen contestait certains choix effectués dans cette loi de programmation militaire. Mais dans le même temps, conscient que cette loi de programmation militaire, à l'équilibre fragile, je le redis, cherche dans une période compliquée à sauvegarder notre outil de défense et surtout notre autonomie. En cherchant à le sauvegarder, nous parlons de l'indépendance de notre pays et nous parlons de sa souveraineté. Nous parlons donc de l'essentiel. C'est pourquoi, malgré nos critiques de fond sur l'orientation stratégique, notre groupe optera pour une abstention à votre projet de loi de programmation militaire. Merci, mes chers collègues, Monsieur le ministre, de votre attention. Merci, Madame de Messy.